Bonjour et bienvenue à notre dernière émission de la saison du Livre au cœur, cette belle émission littéraire où nous rencontrons autrices, auteurs, écrivains, écrivaines des Laurentides et avec qui nous avons tout au long de la saison eu de fabuleuses rencontres. Aujourd'hui, je reçois Michèle Bock. Bonjour Michèle. Bonjour Martine. Michèle est autrice, mais encore une fois, ça sous-tend une cause, un état d'être, de mieux-être qu'elle partage avec nous. Alors, Michèle, tu as écrit le livre Réflexions, volume 1, donc on suppose qu'il y en aura d'autres. Et tu as écrit aussi ce qui est très joli, Rendez-vous avec moi, que nous allons éplucher tout à l'heure. Tu te déclares coaching, atelier, bien-être, tu fais des réflexions. Ici, c'est un cahier de pensées inspirantes. D'où viens-tu, Michèle, avec ces idées-là? D'où ça vient tout ça? Qui es-tu? Qui suis-je? Un amalgame de bien des choses. En effet, tu l'as bien décrit. Je suis une ancienne entraîneur, professeure de yoga. J'ai écrit mon livre et tout ça. Mais la passion des mots, la passion de l'écriture a débuté de cela il y a bien, bien longtemps, à la mort de mes parents lorsque j'avais 14 ans. Alors, c'est là vraiment que j'ai commencé à mettre les émotions, le trop-plein d'émotions sur papier lorsque j'étais pensionnaire. Alors, oui. Commençons par le début. Oui. Quand je parlais de ce livre qui sous-tend quelque chose, évidemment, c'est dans le passé qu'on va chercher ça, les épreuves qu'on a vécues. Donc, raconte-nous un petit peu cette histoire, tu viens de le dire, tu as perdu tes parents, tu étais très jeune. Quelle a été cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, tu as tant à donner au suivant? Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, très jeune, j'ai eu des parents extraordinaires. Ma mère a fait une dépression, une très grosse dépression avec plusieurs tentatives de suicide devant mes yeux. Elle s'est enlevée la vie, j'avais 14 ans, j'étais pensionnaire. Et l'année d'après, mon père est décédé sur la table d'opération. Alors, j'ai continué ma vie normalement, assez bien. Je pourrais dire que je m'en suis très bien tirée. Mais à 14 ans, quand on se retrouve orpheline, on se retrouve où? J'étais pensionnaire et les fins de semaine, j'habitais avec une de mes sœurs. Okay. Alors, nous étions 5 enfants. On était tissés serrés, on se soutenait, on était toujours ensemble. Par la suite, je me suis mariée, j'ai eu un enfant et j'ai eu le syndrome, j'ai de la tourette pendant 7 ans. Ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, mais dû au fait que j'avais un bagage de vie, que j'étais déjà résiliente, courageuse et forte, je disais à ma fille, tu as la meilleure mère pour te guérir. Parce que moi, je crois en les miracles. Il y en a à tous les jours des miracles. Et ma mission de vie, moi, Martine, c'était, je vais la guérir, ma fille. Je vais la guérir et j'écrivais le matin. Et j'écrivais, je remerciais déjà l'univers de la guérison de ma fille. Alors, pendant 7 ans... Le syndrome de Gilles Latourette, peux-tu faire explique-nous rapidement qu'est-ce que c'est pour qu'on puisse comprendre le contexte dans lequel tu étais et ce que tu as pu faire pour l'aider à s'en sortir. Alors, le syndrome de Gilles Latourette, c'est quoi? Oui, en effet, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Alors, dans le cerveau, les connexions ne se font pas normalement. Alors, l'enfant a des tics ou des tocs. Okay. Des tics ou des tocs qui changent régulièrement, on peut dire à tous les mois. C'est des enfants majoritairement qui ont, le fichu déficit d'attention, beaucoup d'impulsivité avec les paroles, les gestes. Donc, socialement, c'est pas facile pour eux. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Exactement. Exactement. Aucun filtre.
beaucoup de tocs, c'est ça, de tics. Des tocs, alors les tics, c'est nerveux, c'est physique, et les tocs, ce sont des comportements obsessifs de quelque chose qu'il faut que ce soit absolument comme ci, comme ça, puis pas autrement, puis si ça marche pas comme ça va pas, puis ça les dérange beaucoup. Alors ça, c'est le syndrome de Gilles-Latourette. Oui. Qu'est-ce que tu as fait pour ta fille, alors, pour l'aider? Toi qui t'es dit, je vais la guérir, ma fille. Qu'as-tu fait? J'ai fait. Je me suis donné carrément, comme tout parent ferait, là. À tous les soirs, je lui faisais un massage pour calmer son petit corps, pour la mettre dans un état d'être très, très calme. Alors, je la massais à tous les soirs. Je lui faisais dire une petite prière tous les jours à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. C'est important de dire que j'ai jamais dit à ma fille qu'elle avait ce syndrome-là. Je ne voulais aucunement lui dire qu'elle avait une couleur différente et la complexer. Aucunement. Je pleurais en cachette et puis je continuais ma journée. Elle voyait une psychologue à chaque semaine parce que c'était pas évident. Des fois, l'impulsivité qui était très, très forte. Et moi, j'attire toujours les meilleures personnes dans ma vie pour m'aider. La psychologue, son enfant avait le syndrome Gilles-Latourette aussi. Alors elle savait vraiment de quoi il s'agissait et elle pouvait t'aider pleinement dans ta démarche. Par la suite, elle faisait du karaté 3 fois par semaine pour gérer ses émotions. Moi, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup et santé. Donc, c'est bien certain qu'il n'y avait aucun additif alimentaire, aucun agent de conservation qui rentrait dans son petit corps. Ça. Rien qui puisse alimenter justement ce syndrome de nervosité. On sait que l'alimentation a beaucoup à voir avec la santé. Donc, toi, tu faisais en sorte d'apaiser tout ça de toutes les façons possibles. En effet, mais le plus gros de ça, même si je faisais beaucoup de choses physiquement, c'était le mental que j'avais. C'était le mental d'au lieu de nourrir la bébite, oh mon Dieu, ma fille, elle a un syndrome, tout ça, je le savais qu'elle l'avait. Je devais l'accepter. Mais moi, je disais à l'univers, elle peut l'avoir à 1%. Tu comprends? C'était, je vais le faire arriver. Donc, moi, à tous les jours, quand j'écrivais, je remerciais déjà l'univers. Merci, ma fille va bien. Merci, ma fille va bien à l'école, même si c'était difficile. Je remerciais et j'essayais de ressentir le bienfait quand le médecin à Sainte-Justine me disait « Votre fille est guérie ». Et c'est ce qui est arrivé après 7 ans. On se guérit d'un tel syndrome, on peut guérir donc par attention en faisant tout ce qu'il faut pour ne pas créer d'impact négatif. Wow! Oui. C'est la première fois que j'entends ça, qu'un enfant a été guéri d'un syndrome de Gilles-Latourette. Alors, elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait environ 12 ans. 12 ans. 12 ans, plus rien. C'est tellement fort qu'elle ne le savait même pas, comme je te disais, qu'elle avait le syndrome. Mais qu'est-ce qu'elle a ressenti du jour au lendemain? Est-ce qu'elle a dit, à un moment donné, me semble, maman, que je me sens différente, que je suis moins ci ou moins ça, parce que quand même, elle le vivait, même si elle ne mettait pas un nom dessus. Est-ce qu'elle a manifesté un état de changement, un nouvel état d'être? Est-ce qu'elle a pu... Rendu à cet âge-là, 12 ans, c'est pas vieux, là. Mais quand même, avec tout ce que tu faisais tous les jours, etc., est-ce qu'elle en a ressenti les bienfaits? Est-ce qu'elle a pu concrétiser ça dans sa tête, quelque part? Non. Qu'elle était moins troublée? Non. Aucunement, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait une couleur différente. Juste une fois où qui est arrivé quelque chose, et là, ça faisait pitié parce qu'elle se rendait compte qu'il se passait quelque chose. Et j'en ai pas fait un plan. J'ai appelé la psychologue, j'ai dit, c'est ce qui arrive avec Frédéric. Elle a dit, d'accord, on va dédramatiser la situation. Et puis, ça s'est passé. Mais je venais pas nourrir la bête, moi. J'allais de l'autre côté de la médaille. C'est une belle approche. Oui. C'est une approche intéressante, non pas de... Oui, c'est une approche intéressante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour nous emmener jusque-là? Par la suite, bon, ma fille, elle a guéri. Ça, j'étais dans la gratitude extrême. Ensuite, j'ai divorcé après un mariage de 20 ans. J'ai vécu énormément de culpabilité dû au fait de briser la famille, comme plusieurs personnes. Et
j'ai rencontré une amie pendant 2 ans qui était toujours disponible, qui était la boisson. Alors, pendant 2 ans, ça a été ma béquille. Tu t'es fait une amie avec l'alcool, finalement. Tu t'es mis copine avec l'alcool. Elle était toujours là pour moi. Elle était Hmm. toujours là pour moi pendant 2 ans. Mais je savais très bien en dedans de moi que c'était un passage temporaire. Je savais très bien que dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne ferait plus partie de moi, tu comprends? Je savais que c'était temporaire, mais j'étais incapable d'arrêter. T'en avais besoin. J'en avais besoin, j'étais dans un tsunami. Moi qui ai toujours été maman à la maison, là, c'était de recommencer à travailler. Je n'ai pas de bac d'université, déménager de région, déménager ma fille d'école, tout ça. Mais c'était la culpabilité qui me mangeait par en dedans comme un parasite. Et, mais les 2 années de boisson ont complètement chamboulé ma vie. Je pourrais dire détruit ma vie au complet. J'en ai perdu ma fille. Elle n'est pas morte. Je pourrais dire c'est aussi pire. Un soir où j'avais pris une bouteille de vin, c'est certain que moi qui étais la mère, toujours en contrôle, positive, présente, joviale, et que là, elle me voit en dépression, avec le verre de vin toujours caché en quelque part. Ma fille a trouvé ça très difficile. Elle me reconnaissait pas. Donc, un soir, j'ai eu une crise émotive. C'est important de mentionner absolument rien de physique ou verbal envers ma fille. J'étais en crise émotive. Elle a appelé l'ambulance parce que, pauvre chouette, elle avait peur. Elle a appelé l'ambulance. Je suis rentrée à l'hôpital avec un diagnostic de dépression majeure. Je le savais. Et lorsque je suis revenue à la maison, ma fille avait quitté pour aller chez son père et n'est jamais revenue à la maison. N'a jamais voulu me revoir. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Et il y a de cela 6 ans. 6 ans. Oui. Donc, ta fille est majeure. Oui. Oui. Et elle n'a fait aucune démarche pour te voir. Absolument rien. Alors ça a été une douleur extrême parce qu'on sait à quel point, évidemment, ça peut faire mal. Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ça? Donc, c'est là que on embarque dans quoi? Oui. Alors, raconte-moi. Alors là, j'ai touché le fond. J'étais en dépression. Là, j'étais en chute libre. Vraiment, Michel était en chute libre. Je savais plus du tout. J'étais dans un tunnel de noirceur. Et j'ai continué à boire pendant 1 an. Pendant 1 an? Oui. Et avec des pensées suicidaires. Là, je suis devenue suicidaire. Là, j'étais prête à mourir. J'étais vraiment prête à mourir parce que perdre mon enfant, oui. Il n'y a rien. Et les gens me disaient, mais voyons, elle va revenir, c'est une adolescente. Les gens n'avaient aucune compassion. Et ça me révoltait. C'était facile pour eux à dire. Mais moi, un enfant qui revient jamais à la maison, jamais au bercail, c'était incompréhensible pour moi. Alors, pendant 1 an, j'ai continué à boire. Et je voulais tellement mourir, puis j'enseignais le yoga à temps partiel. Et je me rappelle très bien, Martine, du moment, lorsque je mettais une musique à la fin, pour faire la posture du cadavre, qu'on est allongé sur le dos et tout ça, je mettais la même musique, la même chanson que je mettais à ma fille pendant 7 ans lorsque je la massais. La même. Là, j'ai la chair de poule. Et tout le monde me disait, Michel, mais qui chante cette chanson-là? Tout le monde est devenu fanatique de la chanteuse. Et c'était un soir que je donnais mon cours de yoga. Alors, le soir, la clientèle n'était pas pareille que le jour. Les gens avaient leur journée dans le corps, ils étaient épuisés, ça se sentait. Et lorsque j'avais mis la musique, personne ne savait que j'étais suicidaire, j'en avais jusque-là. Et j'ai ressenti vraiment, j'ai ressenti mes clients qui étaient apaisés, qui étaient calmes, qu'ils étaient bien, juste là à se faire du bien.
Et là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Et je me suis dit, moi, je veux apporter du bien aux gens. Humblement, je suis faite pour ça. Et c'est ce soir-là que j'ai décidé de vivre, que j'ai pris vraiment le choix. Je fais le choix de vivre. Mais là, le party commençait. Parce que, pour moi, ce n'était pas... Et ça, pour moi, je fais attention aux gens. Pour moi, vu que j'étais dans la souffrance extrême, là, pour survivre, pour être heureuse, pour être épanouie, pour moi, ce n'était pas de travailler du 9 à 5 et d'avoir 2 petites semaines de vacances par année, le petit quotidien comme un robot. Ce n'était pas ça, moi. C'était d'être dans la création, d'écrire. C'était d'aider les gens. Non pas de les sauver, parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui a été mis. Il n'y a pas personne qui a été mis sur la terre pour vous sauver. Hein. C'était de partager mes outils. Alors, c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai fait mon site web. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai fait des formations de Reiki, de tapping, le FT tapping, le taponnage sur le corps, la méditation. Et moi-même, là, je me suis guérie du départ de ma fille. Tu as aussi comme outil, ce qui est très joli, Rendez-vous avec moi. En fait, tu passais beaucoup, c'est un magazine de citations inspirantes où tu faisais des collages, en fait, avec de jolies pensées, comme on aime. Oui. Comme on aime, hein? Mais dans un joli décor, ce sont des pensées, va vers toi-même, le courage, c'est d'être authentique chaque jour dans un monde qui vous encourage chaque jour d'être quelqu'un d'autre, ne cherche pas le bonheur, crée-le. Oui. Pour renaître, il faut trouver le meilleur endroit pour soi, mental ou physique. Bon, etc. C'est un cahier, c'est vraiment un magazine plein de jolies pensées inspirantes, plein de jolies images également. Et ça, tu as décidé, ça c'est ce que tu faisais peut-être pour toi, et que tu as décidé de le concrétiser et de le partager pour faire du bien, finalement. Oui, pour faire du bien, oui. Et de là, après ça, est venu ton Réflexion volume 1, où chaque chapitre, en fait, parle de toutes sortes de choses. Parle-nous de ton livre avec Avoir soif de relations humaines et harmonieuses, La mort vous fait-elle peur, Soyez vous, c'est tout, La vie c'est maintenant, Je me choisis tel que je suis, bon, etc., etc. Donc, parle-nous, qu'est-ce qui t'a emmené à écrire ces réflexions à partager? Alors, comme on disait au début de l'entrevue, moi, on me donne un morceau de papier et un crayon et je vais pondre un texte avec facilité. Donc, j'adore écrire ce que je ressens et j'adore écrire ce que je vois chez les gens. Alors, j'ai mon site web avec des formations de bien-être et je m'étais dit, je vais écrire des blogs. À chaque semaine, j'écrivais un blog à ma communauté. Moi, mon plus grand rêve dans la vie, si je demandais aux gens, c'est quoi votre plus grand rêve, là, avant de mourir, vous devez le concrétiser, sinon vous allez avoir des regrets. Moi, c'était d'écrire un livre. Alors, il y a 2 mois, je me suis dit, bien Michel, tu as déjà au-dessus de 60 blogs. Ton livre est déjà écrit. Alors, je l'ai fait formater. Et en effet, c'est des réflexions. Dans ce livre, il y a 30 blogs, donc quelques pages par blog, et c'est des sujets très humains dont tout le monde peut se voir. Tout le monde, mais à échelle différente. Oui, oui. À échelle différente. Oui. Et moi, je dis aux gens... Tout le monde peut trouver son compte ou son sujet à aller chercher en dedans de soi, oui. Oui, que ça pourrait être des sujets, là, lorsque vous invitez des amis à souper, ça serait le genre de livre, de lancer des discussions. Et je dis aux gens, prenez un surligneur et ce qui vous touche, utilisez-le comme outil. Soulignez, écrivez et tout ça à échelle différente. Oui. Oui. Et mon rituel matinal aussi, hein, qui peut en inspirer plus d'une. Le pouvoir de l'intention.
Le pouvoir de l'intention, en effet. Relève-toi, ma sœur. Qui est mon programme qui s'appelle justement Relève-toi, ma sœur, soyons le changement, oui. La santé, quel privilège, n'est-ce pas? Donc, de travailler sur sa santé. Comment reconnaître une dépression, ça doit être bien utile aussi. Oui. Bucket list ou la liste de vos envies avant de mourir. Qu'est-ce que vous voulez leur rayer là, avant de partir? Changer de routine. Dépression saisonnière, etc. Donc, c'est une panoplie de sujets qui viennent parler aux gens avec qui tu partages. Et oui, il y a cette phrase-là que j'aimais beaucoup. Je dédie ce tout premier volume à ma mère. Maman, j'y suis arrivée. I made it. Oui. J'y suis arrivée. Oui. Donc, pour toi, tu as perdu tes parents jeunes, tu t'es débrouillé, tu as quand même continué ta vie, tu t'es créé une famille, tu as fait ce qu'il y avait à faire pour sauver ta fille, aider ta fille dans son syndrome. Elle n'est plus là, tu tombes, tu te relèves, etc. Ce qui est l'important, c'est des fois on va au fond du puits, mais l'idée c'est après ça de se rebâtir, de remonter. Et c'est ce que tu partages avec tes gens. Bon, t'as ton blog et tu as des ateliers. Parle-nous des ateliers qui sont sur ton site web, je crois. Oui, les ateliers. Alors, j'ai fait des ateliers, j'appelle de bien-être. Dans le fond, tout ce que moi, j'ai fait pour me reconstruire, me réinventer. Alors, le rituel matinal, de prendre du temps le matin pour faire comme de la méditation, écrire ses objectifs, tout ça. Projeter sa journée. Oui. Oui. Ou de créer son futur, de cesser d'être dans le passé et de créer son futur. Les gens sont tellement attachés à leur passé. On dirait que les gens aiment plus leur passé que de créer leur vie idéale, leur vie inspirée. J'ai un atelier qui parle de l'intuition. Suivre son intuition, cette petite voix-là qui est tellement forte et que les gens écoutent pas. La synchronisation des choses et des événements qui vous amènent exactement où vous voulez. Le mindset, la manière de penser. J'ai pris, moi, des formations auprès d'un médecin reconnu mondialement qui est dans la neuroscience. Le cerveau, moi, me fascine. Et tout ça, c'est des choses qui ont fait la grosse différence dans ma vie. Le cerveau, c'est un petit muscle qu'on doit dompter comme un chien. Sinon, c'est lui qui va mener votre vie. Alors oui, c'est des ateliers pour des gens, pas nécessairement qui ont un problème de boisson comme moi ou des dépressions, des gens des fois qui sont à bout d'être à bout, là. Les gens qui n'aiment pas leur vie. Alors, c'est mes outils. Dire, moi, je me suis payé telle formation et pas juste ça, j'ai l'expérience. Comme la boisson, ça a été 2 ans, ça fait 5 ans, je suis sobre. Je me voyais sobre, moi. Je demandais à l'univers, pas juste que j'arrête de boire, je perds le goût de la boisson. Ça, c'est la différence. C'est la différence. Que ça ne devienne pas une torture, que tu n'aies pas ton verre de vin, mais que ce soit quelque chose qui ne fait même plus partie de ta vie. Tu en as profité, ça t'a fait du bien pour le moment où tu devais le vivre, mais bon, on n'en fait pas, ça ne fait pas partie de ta vie. Ça fait partie d'un processus, tout simplement. Oui, ça fait partie de mon passé. Moi, je suis comme un nouveau-né. Un nouveau-né, je ne connais pas la boisson. Elle me complètement indifférente. Complètement indifférente dans ma vie. Je voudrais juste mentionner, ton nom c'est Michèle Bock, donc MB pour Bock, séjour.ca. Hein? Oui. mbséjour.ca. C'est ton site où on peut trouver donc tous ces outils que tu offres, qu'on peut s'y référer, qu'on peut te joindre sur quelque chose, qu'on peut lire ton blog ou tes blogs aussi, j'imagine? Oui, les gens peuvent aller dans la section blog. Les gens aussi peuvent se procurer le livre directement dans mon site. Et comme tu mentionnais, les ateliers, les gens peuvent choisir à la carte atelier à la fois, le visionner dans le confort de la maison, ou peuvent être en Zoom
avec moi, ceux qui prennent le programme de 8 ateliers. Donc, ça, c'est bien. Ça apporte beaucoup de bien-être parce que souvent, les gens, lorsqu'ils passent un moment difficile, vont souffrir en silence. Ils croient que c'est les seuls à avoir ces pensées-là ou ces comportements-là et se sentent parce que les gens jugent. Oui, les gens jugent. Tu es en dépression, ben voyons, t'as tout, t'as de l'argent, t'as des beaux enfants. C'est pas ça. Ma mère avait tout ça, on vivait dans l'abondance chez nous. Et je trouvais ça déplorable de dire, c'est pas parce qu'on est dans l'abondance non. qu'on est heureux nécessairement. Qu'on est absolument. heureux. Ou qu'on est bien dans sa peau. Ou qu'on est, en effet. Donc, les gens vont juger. Les gens vont juger. Ce n'est pas parce que les gens ont un problème de boisson qu'ils sont un mauvais parent. Ce n'est pas parce qu'on a un problème de poisson qu'on est une mauvaise mère, une mauvaise épouse, mais les gens vont juger. Alors, donne-nous un message, Michèle. Il nous reste 1 minute 30. Qu'est-ce que tu voudrais donner comme message? Qu'est-ce que tu voudrais envoyer pour conclure donc le livre Réflexion, un rendez-vous avec moi, tes ateliers? Lance-nous un petit message. Si les gens vivent quelque chose de difficile, premièrement, de se faire confiance. C'est un cheminement. Le changement en vous ne sera pas du jour au lendemain. C'est un cheminement. Soyez le changement. Un pas à la fois, comme une petite tortue qui se rend à la mer. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez de besoin? Je ne parle pas de matériel. Quels sont vos besoins? Moi, je les avais nommés pour sauver ma peau. Quelle serait votre vie idéale pour avoir la paix intérieure en vous? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est de jardiner, de cuisiner? Est-ce que c'est de faire des biscuits? Pour ça, vous devez être dans le silence. Ce n'est pas dans le monde de fou que vous allez avoir les réponses. Prenez le temps chaque matin, un rendez-vous avec vous, ne serait-ce qu'avec votre premier café du matin. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai de besoin? De quoi je veux me nourrir? C'est comme quelqu'un qui a faim, qui ouvre le frigidaire. Est-ce que je veux du sucré ou du salé? Du sucré. Quelle texture? Molle ou croquante? Questionnez-vous. Parlez-vous. Oui. Parlez-vous, écoutez-vous, entendez-vous, manifestez-vous. Oui, prenez un petit rendez-vous avec vous à tous les jours. Apprenez à être en amour avec votre vie. Moi, ça a pris des années, ça a pris 6 ans. Ça a pris des années, mais j'ai survécu. Oui, comme les Juifs qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ont une grosse cicatrice. J'ai une grosse cicatrice sur mon cœur, mais je suis guérie parce que je suis capable d'en parler sans pleurer comme avant. Je suis capable d'en parler avec une sérénité et une sagesse. Je me suis choisie. Et je suis allée au bout de cela. Merci, Michèle. Merci pour toutes ces belles pensées, ces belles actions, ce beau partage avec les gens autour de toi. Ceci est notre dernière émission de la saison. Nous avons passé de très, très beaux moments ensemble. Nous avons fait de très belles rencontres. J'espère qu'on se retrouvera à la prochaine saison. Mon nom est Martine Laval et j'ai été enchantée de partager avec vous ma passion. À la prochaine fois.